Joseph Lancia. Au tribunal supérieur du comté de Providence, Joseph Lancia, 31 ans, président du chapitre de Rhode Island du célèbre club de motards Hells Angels, est sur le point d'être condamné pour de multiples chefs d'accusation, dont agression et possession d'un pistolet sans permis. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans cette histoire choquante de pouvoir, de crimes et de conséquences inattendues, alors que Joseph Lancia est sur le point d'être condamné à une peine de prison. Joseph Lancia, figure emblématique de la pègre, a été condamné à 5 ans de prison pour agression et autres chefs d'accusation. Cette tournure inattendue des événements a provoqué une onde de choc dans le monde de la criminalité, et beaucoup se demandent comment un homme d'une telle puissance et d'une telle influence a pu se retrouver derrière les barreaux. Avant de découvrir les détails de la condamnation de Lancia, il est important de rappeler les événements qui ont conduit à son arrestation et la procédure judiciaire qui s'est déroulée lors de sa condamnation. Notre histoire commence un matin fatidique de juin 2019, alors que les rues de Providence, Rhode Island, étaient sur le point d'être le théâtre d'un acte de violence choquant. Joseph Lancia, président de la section du Rhode Island du célèbre club de motards Hells Angels, s'est retrouvé au centre d'un conflit qui se préparait et qui allait avoir des conséquences considérables. Lancia, connu des services de police comme un personnage important du monde criminel, était impliqué dans un conflit permanent avec un ancien candidat à l'adhésion au chapitre de Rhode Island des Hells Angels. La tension entre les deux s'était accrue, et ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne prennent une tournure dangereuse. En cette matinée fatidique, alors que le soleil commence à se lever sur la ville, le décor est planté pour un affrontement. Le clubhouse des Hells Angels, situé à l'intersection des rues Wendell et Messer, symbolisait le pouvoir et l'influence du club de motards. La victime, qui conduisait un semi-remorque Mack, s'est approché sans le savoir du clubhouse, ignorant le danger qui l'attendait. Il était loin de se douter que Lancia, debout sur le trottoir, portait une arme de poing semi-automatique de calibre 25 dissimulée sur lui. Alors que la victime passe devant le clubhouse de la rue Wendell, Lancia, sous l'emprise de la colère et d'un désir de vengeance, passe à l'action. À la vitesse de l'éclair, il a dégainé son arme et tiré un seul coup de feu sur le camion, visant directement le conducteur. La balle a touché la porte du camion côté passager, laissant un souvenir glaçant de la violence qui venait de se dérouler. Dans le chaos qui a suivi, la victime, choquée et craignant pour sa vie, a continué à rouler, cherchant désespérément à se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Lancia rentre calmement dans le clubhouse des Hells Angels, apparemment insensible aux conséquences de ses actes. Les rues de Providence ont été laissées en état de choc, alors que la réalité de la situation commençait à s'imposer. La fusillade a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et les forces de l'ordre ont rapidement ouvert une enquête sur l'incident. L'équipe tactique de la police de l'État du Rhode Island a exécuté un mandat au clubhouse de Messer Street, déterminé à découvrir la vérité derrière cet acte violent. À l'intérieur du clubhouse, ils découvrent une cache de preuves qui s'avéreront cruciales dans la constitution de leur dossier contre Lancia et les Hells Angels. 3 armes de poing et divers types de munitions ont été saisies, dressant le portrait d'une organisation criminelle impliquée dans des activités illicites. Parmi les éléments de preuve retrouvés figure la balle de calibre 25 tirée par Lancia, logée dans la porte du camion côté passager. Cette preuve physique constituait un élément de preuve accablant, reliant directement Lancia à la fusillade. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Un autre membre du chapitre de Rhode Island des Hells Angels, connu des services de police sous le nom de Lance Moore, a été impliqué dans l'incident. Moore était arrivé au clubhouse peu après la fusillade et avait été vu en train de retirer un enregistreur vidéo numérique, EVN, qui avait filmé l'incident. Les actions d'Moore ont éveillé les soupçons et il a lui aussi été arrêté et accusé de dissimulation d'un crime. Les autorités étaient déterminées à faire en sorte que toutes les personnes impliquées répondent de leurs actes. La fusillade a eu des conséquences considérables, non seulement pour Lancia et la victime, mais aussi pour les Hells Angels dans leur ensemble. Le ministère de la Justice des États-Unis avait désigné le club de motards des Hells Angels comme un gang de motards hors la loi, impliqué dans des activités criminelles, tant à Rhode Island que dans l'ensemble du pays. L'incident a renforcé la réputation des Hells Angels en tant qu'organisation dangereuse et violente, suscitant l'inquiétude des forces de l'ordre et du grand public. Alors que l'enquête se poursuit, l'État se prépare à présenter son dossier contre Lancia, armé des preuves et des témoignages qui prouveront sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. Le drame judiciaire qui allait se dérouler captiverait la nation et mettrait en lumière les sombres dessous des Hells Angels. Alors que l'affaire de la fusillade de 2019 était toujours en cours, Lancia a été libéré sous caution, mais il a continué à s'attirer d'autres ennuis. Tout a commencé dans la soirée du 29 février 2020, lorsque Lancia s'est battu dans un club de striptease de Providence. Selon les rapports, certains membres des Hells Angels se sont battus avec un groupe dans le club et Lancia, en essayant de défendre ses membres, a donné un coup de poing à un individu au cours de la bagarre, lui faisant perdre connaissance.
Des membres de la police de Providence, présents sur les lieux au moment de l'agression, l'ont immédiatement arrêté, aggravant encore les charges qui pèsent sur lui. La salle d'audience était remplie d'impatience alors que Joseph Lancia, accompagné de son équipe d'avocats, se préparait à faire face aux accusations portées contre lui. L'État avait constitué un dossier solide, armé de preuves et de témoignages qui dressaient un tableau accablant de l'implication de Lancia dans la fusillade. Lancia, pleinement conscient de la gravité de la situation, a pris une décision stratégique. Il a plaidé nolo contender, c'est-à-dire qu'il n'admet ni ne nie sa culpabilité, mais reconnaît que les preuves à son encontre sont suffisamment solides pour qu'il soit condamné. Les accusations portées contre Lancia étaient graves et lourdes de conséquences. Il était accusé d'agression avec une arme dangereuse, de possession d'un pistolet sans permis et d'agression ayant entraîné une perte de conscience. Chaque accusation représentait un aspect distinct de l'incident violent qui s'était déroulé ce jour fatidique. Les débats dans la salle d'audience ont été présidés par Christine E. Rogers, juge de la Cour supérieure, qui a examiné attentivement les preuves et le plaidoyer de Lancia. Le sort du président des Hells Angels était en jeu, alors que la juge s'apprêtait à rendre sa décision. Après une délibération minutieuse, la juge Rogers a rendu son verdict. Lancia a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement dans un établissement correctionnel pour adultes, ECA, dont 5 ans à purger et le reste avec sursis et mise à l'épreuve. Le juge a également émis une ordonnance de non-contact entre Lancia et sa victime afin d'assurer leur sécurité. Alors que Lancia est conduit hors de la salle d'audience, on le voit sourire, signe de solitude avec les membres des Hells Angels présents dans la salle d'audience. La décision de condamnation a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et dans l'ensemble de la communauté. Beaucoup s'attendaient à une peine plus sévère pour un homme ayant le passé criminel de Lancia et sa position au sein des Hells Angels. Mais le juge Rogers avait pris en compte plusieurs facteurs, notamment le plaidoyer de Lancia et son potentiel de réinsertion. L'avocat de Lancia, Joseph Vocola, a exprimé l'acceptation de la peine par son client, déclarant que Lancia pensait qu'il était dans son intérêt de disposer de l'affaire de la manière dont elle a été traitée. Ce résultat inattendu a laissé de nombreuses personnes s'interroger sur l'avenir des Hells Angels et sur l'impact de cette condamnation sur l'organisation criminelle. La procédure judiciaire a également mis en lumière les implications plus larges des actions de Lancia. Le club de motards Hells Angels, désigné comme un gang de motards hors la loi par le ministère de la Justice des États-Unis, a fait l'objet d'une surveillance et d'une pression accrue de la part des forces de l'ordre. L'enquête sur la fusillade a révélé les activités criminelles des Hells Angels, tant à Rhode Island que dans tout le pays. Les autorités étaient déterminées à démanteler l'organisation et à traduire en justice toutes les personnes impliquées dans des activités criminelles. Les forces de l'ordre ont saisi l'occasion pour intensifier leurs efforts contre les Hells Angels. La condamnation de leur président a servi de cri de ralliement pour renforcer la surveillance et les enquêtes sur les activités de l'organisation. Les autorités sont déterminées à démanteler le réseau criminel et à perturber ses activités. Au sein de la communauté, les avis étaient partagés. Certains considèrent la condamnation de Lancia comme une victoire de la justice, un signe que même les personnes en position de pouvoir peuvent être tenues pour responsables de leurs actes. D'autres s'inquiètent des représailles potentielles des Hells Angels ou de l'émergence de nouvelles organisations criminelles cherchant à combler le vide laissé par l'affaiblissement de leurs dirigeants. Les dirigeants de la communauté et les représentants des forces de l'ordre ont rassuré le public en lui disant que des mesures étaient prises pour assurer sa sécurité. Une présence policière accrue et des enquêtes ciblées visent à perturber toute activité criminelle potentielle qui pourrait découler de l'affaiblissement des Hells Angels. Des experts juridiques se sont exprimés sur les implications plus larges de la condamnation de Lancia. Ils ont souligné l'importance de cette affaire, qui a permis d'envoyer à d'autres organisations criminelles le message que personne n'est au-dessus de la loi. La condamnation a eu un effet dissuasif, rappelant aux personnes impliquées dans des activités illicites que leurs actes ne resteraient pas impunis. Les représentants des forces de l'ordre ont réitéré leur engagement à démanteler les organisations criminelles telles que les Hells Angels. Ils ont souligné l'importance de la collaboration entre les agences et la communauté dans la lutte contre le crime organisé. La condamnation de Joseph Lancia a été considérée comme une étape importante dans la lutte contre les réseaux criminels. Les membres de la communauté ont exprimé leur espoir d'un avenir plus sûr, à l'abri de l'influence des organisations criminelles. Ils estiment que la condamnation de Lancia aura un effet dissuasif et enverra un message clair selon lequel les activités criminelles ne seront pas tolérées. À la fin du procès, l'impact de la condamnation de Lancia se répercute sur l'ensemble du monde criminel. Les Hells Angels ont perdu leur président, figure de proue du pouvoir et de l'influence, et l'organisation aura du mal à poursuivre ses activités sans son leadership. La condamnation de Joseph Lancia a rappelé brutalement que même les personnes en position de pouvoir et d'autorité ne sont pas au-dessus de la loi.
Les conséquences de ces actes seront ressenties non seulement par Lancia lui-même, mais aussi par l'ensemble de l'organisation des Hells Angels. Adam Lee Hall. Prenez place à la cour supérieure de Hampden, où Adam Hall, un dirigeant du club de motards Hells Angels du comté de Berkshire, est sur le point d'être condamné. Hall a été condamné dans une affaire de triple meurtre avec 3 autres membres du club. Préparez-vous à des montagnes russes d'émotions en découvrant les sombres secrets et les crimes odieux qui ont conduit à cette tournure choquante des événements. Des profondeurs de la dépravation à la poursuite de la justice, cette affaire vous tiendra en haleine. Pour bien comprendre les événements choquants qui ont marqué la vie du président des Hells Angels, il faut d'abord se pencher sur ses antécédents et sur le parcours qui l'a mené au sommet de ce club de motards tristement célèbre. Adam Lee Hall, un nom qui allait bientôt faire naître la peur dans le cœur de beaucoup, est né et a grandi dans la petite ville de Peru, dans le Massachusetts. Dans son enfance, il est connu pour sa nature rebelle et son penchant pour les ennuis. Jeune homme, Hall a trouvé du réconfort et un sentiment d'appartenance au sein des Hells Angels, un groupe connu pour ses activités criminelles et sa loyauté féroce envers sa confrérie. Les Hells Angels, un nom qui fait frémir les forces de l'ordre et les citoyens. Ce tristement célèbre club de motards, fondé en Californie dans les années 1940, s'est rapidement fait connaître pour son esprit rebelle, ses entreprises criminelles et son emblème distinctif, le crâne ailé. Au fil des ans, les Hells Angels ont étendu leur influence, établissant des chapitres à travers les États-Unis et même au niveau international. C'est dans ce monde de danger et d'intrigue qu'Adam Lee Hall a gravi les échelons, jusqu'à devenir le président d'une section de l'ouest du Massachusetts. L'ascension de Hall vers le pouvoir ne s'est pas faite sans son lot d'effusion de sang et d'activités criminelles. Il s'est rapidement forgé une réputation d'homme de main impitoyable, prêt à tout pour protéger les intérêts du club. Son charisme et ses qualités de meneur d'hommes ont fait de lui un choix naturel pour occuper des postes élevés au sein de l'organisation. En tant que président de son chapitre, Hall inspire le respect et la crainte à ceux qui croisent son chemin. Les Hells Angels, connus pour leur implication dans diverses entreprises criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et la violence, fonctionnaient selon un code strict de loyauté et de secret. Les membres devaient placer le club au-dessus de tout, même de leur propre vie. Pour Hall, ce code est devenu son mode de vie. Il a adopté le mode de vie hors la loi, se délectant du pouvoir et de la notoriété que lui conférait son statut de président des Hells Angels. Mais comme nous allons bientôt le découvrir, même les individus les plus puissants peuvent se retrouver confrontés aux conséquences de leurs actes. Les crimes orchestrés par Adam Lee Hall sont tout simplement horribles. David Glasser, un homme souffrant d'un handicap mental, est devenu la cible de la colère de Hall. Tout a commencé le 21 juillet 2009, lorsque Adam Lee Hall aurait attiré David Glasser chez lui, au Pérou, où il l'aurait frappé avec une batte de baseball après l'avoir accusé d'avoir volé une pièce de voiture. En représailles, Glasser a signalé l'affaire aux autorités et, le 23 juillet 2009, la Berkshire County Drug Task Force a arrêté Hall sous l'inculpation de drogue, d'armes à feu et d'agression après des entretiens avec Glasser et une perquisition au domicile de Hall. Le 30 septembre 2009, Hall a été libéré de la Berkshire County Jail and House of Correction après avoir payé une caution de $50 000. Cependant, un procès à venir a été fixé contre lui suite aux accusations d'armes à feu, de drogue et d'agression. Et Glasser était censé être un témoin. Pour discréditer Glasser en tant que témoin dans le procès à venir, Hall a décidé, le 14 août 2010, de le faire accuser de vol à main armée dans l'État de New York. Au même moment, Hall aurait demandé à rencontrer le FBI, au cours de laquelle il aurait proposé de devenir un informateur des Hells Angels en échange d'une indulgence dans la détermination de la peine pour ses affaires en cours, mais son offre a été rejetée. Entre le 27 et le 28 août 2011, Glasser et 2 de ses amis Edward Frampton et Robert Chadwell ont mystérieusement disparu de l'appartement de Glasser et Frampton sur Linden Street à Pittsfield. Quelques semaines plus tard, le 10 septembre 2011, la police a découvert, après une enquête approfondie, les corps des 3 hommes enterrés dans une tranchée sur une propriété privée à Beckett. Hall et 2 autres hommes identifiés comme David Chalut et Caius Veiovis ont été accusés des meurtres. Un 5e homme, David Casey, âgé de 65 ans, a également été inculpé de 3 chefs d'accusation pour complicité de meurtre après les faits, enlèvement et intimidation de témoins, pour avoir prétendument utilisé sa pelleteuse pour enterrer les corps de Glasser, Chadwell et Frampton. Cependant, Casey a affirmé que Hall avait menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne le faisait pas. La nouvelle de ces meurtres horribles a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté, laissant dans son sillage un sentiment de peur et d'incertitude. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête intensive, déterminées à traduire les auteurs en justice. Les preuves contre Hall et ses co-conspirateurs étaient accablantes.
dressant un tableau saisissant de leur implication dans ces actes odieux. Le procès qui s'ensuivit fut un spectacle saisissant, l'accusation présentant méticuleusement son dossier contre Hall. Des témoins ont fait état des mois de tourments endurés par Glasser aux mains du président des Hells Angels. Le motif était clair. Hall voulait faire taire Glasser de façon permanente. L'accusation a soutenu que les meurtres de Frampton et Chadwell faisaient partie d'un plan calculé pour éliminer tout témoin potentiel. L'équipe de défense de Hall s'est toutefois battue bec et ongle pour mettre en doute les arguments de l'accusation. Ils ont fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves physiques concrètes reliant Hall au crime. Ils ont affirmé que le dossier de l'accusation reposait en grande partie sur des preuves indirectes et des témoins peu fiables. Il s'agissait d'une bataille d'esprit et de manœuvres juridiques, les deux parties se battant pour leur version de la vérité. Après des semaines de témoignages passionnants et de délibérations intenses, le jury a rendu son verdict. Adam Lee Hall a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que de plusieurs autres chefs d'accusation. La condamnation a été un moment décisif pour M. Hall. Le juge, C. Jeffrey Kinder, a prononcé une condamnation cinglante de ces crimes, déclarant qu'ils étaient empreints de dépravation et de mépris pour la dignité humaine. Il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. Pendant la lecture de sa sentence, Hall n'a manifesté aucune émotion. On aurait presque dit qu'il s'attendait à la décision du tribunal et qu'il s'ennuyait. Le président des Hells Angels, qui s'était autrefois délecté de son pouvoir et de son influence, devait maintenant faire face à la dure réalité d'une vie derrière les barreaux. Cette peine d'emprisonnement inattendue lui rappelle brutalement que même les personnes les plus puissantes ne sont pas au-dessus des lois. À l'issue du procès, la communauté a poussé un soupir de soulagement collectif. La condamnation d'Adam Lee Hall symbolise la victoire de la justice sur le mal. Les familles des victimes pouvaient enfin se consoler en sachant que la mort de leurs proches n'avait pas été vaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Caius Veiovis, 34 ans, vampire et sataniste autoproclamé, a également comparu devant le tribunal pour son rôle dans les meurtres. Veiovis, avec ses implants frontaux ressemblant à des cornes et son corps lourdement tatoué, a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, une décision qu'il n'a pas bien prise. David Chalut, quant à lui, a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La condamnation d'Adam Lee Hall et de ses complices a provoqué une onde de choc au sein du club de motards Hells Angels. En tant que président d'un chapitre de l'ouest du Massachusetts, Hall jouissait d'un pouvoir et d'une influence immense au sein de l'organisation. Sa chute a porté un coup sévère à la réputation et à la hiérarchie du club. La nouvelle de la condamnation de M. Hall a eu des répercussions non seulement au sein du club de motards, mais aussi dans toute la communauté. Elle a rappelé brutalement que même ceux qui agissent en dehors des limites de la loi ne sont pas à l'abri de ses conséquences. La condamnation d'un membre haut placé des Hells Angels a envoyé un message fort. La justice prévaudra, quel que soit le statut ou l'affiliation de chacun. L'impact de la condamnation de Hall a dépassé les conséquences immédiates pour le club de motards. Elle a servi de signal d'alarme pour les services répressifs, les incitant à intensifier leurs efforts pour démanteler les organisations criminelles et traduire leurs membres en justice. La condamnation d'une personnalité aussi importante que le président des Hells Angels a été perçue comme une victoire significative dans la lutte contre le crime organisé. Pour les familles des victimes, la condamnation a apporté un sentiment de clôture et de justice. Le long et difficile parcours du procès est enfin arrivé à son terme et elles peuvent entamer le processus de guérison et aller de l'avant. La mémoire de leurs proches restera à jamais liée à l'héritage d'Adam Lee Hall et à la quête de justice. Lorsque la poussière est retombée, le club de motards des Hells Angels s'est trouvé à un tournant décisif. La condamnation de leur président les a obligés à affronter les dessous sombres de leur organisation et à réévaluer leurs valeurs et leurs actions. Certains membres ont pris leur distance avec le club, cherchant à se dissocier des activités criminelles qui avaient terni sa réputation. D'autres sont restés loyaux, déterminés à reconstruire et à redéfinir l'image du club. L'impact de la condamnation de Hall ne s'est pas limité aux seuls Hells Angels. Elle a servi d'avertissement à d'autres organisations criminelles, leur rappelant que le long bras de la loi finirait par les rattraper. La condamnation a envoyé un message clair. Personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa puissance ou son influence. Elle a également servi de catalyseur pour renforcer la collaboration et l'échange de renseignements entre les agences, ce qui a permis de mener des enquêtes et des poursuites plus fructueuses. L'héritage d'Adam Lee Hall et ses crimes resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire criminelle. Sa condamnation rappelle l'importance de la justice, la résilience de l'esprit humain et les efforts inlassables des forces de l'ordre pour protéger et servir leur communauté.
À la fin de cette vidéo captivante, nous réfléchissons aux événements choquants qui ont entouré la peine de prison inattendue de ces présidents des Hells Angels. La condamnation de Joseph Lancia et d'Adam Lee Hall et les retombées qui en ont découlé nous rappellent brutalement que même les individus les plus puissants ne sont pas au-dessus de la loi. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans et je vous attends.